Extrait 2, tome 1, la scène du bal. Elle passa tout le jour des fiançailles chez elle à se parer, pour se trouver le soir au bal et au festin royal qui se faisait au Louvre. Lorsqu'elle arriva, l'on admira sa beauté et sa parure, le bal commença. Et comme elle dansait avec M. de Guise, il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place. Madame de Clèves acheva de danser, et pendant qu'elle cherchait des yeux quelqu'un qu'elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. Elle se tourna et vit un homme qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que M. de Nemours, qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait. Ce prince était fait d'une sorte qu'il était difficile de ne pas être surpris de le voir quand on ne l'avait jamais vu. Surtout ce soir-là, où le soin qu'il avait pris de se parer augmentait encore l'air brillant qui était dans sa personne. Mais il était difficile aussi de voir Madame de Clèves pour la première fois sans avoir un grand étonnement. Monsieur de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que lorsqu'il fut proche d'elle et qu'elle lui fit la révérence, il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration. Quand ils commencèrent à danser, il s'éleva dans la salle un murmure de louanges. Le roi et les reines se souvinrent qu'ils ne s'étaient jamais vus et trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser ensemble sans se connaître. Ils les appelèrent quand ils eurent fini sans leur donner le loisir de ne parler à personne, et leur demandèrent s'ils n'avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient, et s'ils n'en se doutaient point. Pour moi, madame, dit M. de Nemours, je n'ai pas d'incertitude, mais comme madame de Clèves n'a pas les mêmes raisons pour deviner qui je suis que celles que j'ai pour la reconnaître, je voudrais bien que votre majesté eût la bonté de lui apprendre mon nom. Je crois, dit madame la dauphine, qu'elle sait aussi bien que vous le savez le sien. Je vous assure, madame, reprit madame de Clèves, qui paraissait un peu embarrassée, que je ne devine pas si bien que vous pensez. Vous devinez fort bien, répondit madame la dauphine, et il y a quelque chose d'obligeant pour monsieur de Nemours à ne vouloir pas avouer que vous la connaissez sans l'avoir jamais vue. Durant le XVIIe siècle, plusieurs auteurs du courant littéraire et culturel du classicisme manifestent dans leurs œuvres une certaine volonté de confronter des personnages à un destin tragique. En raison d'une tentative amoureuse irrésistible, cette vision de la fatalité est présente dans certains romans classiques. Parmi les grands auteurs qui se sont engagés dans ce mouvement, nous pouvons citer l'exemple de Madame de La Fayette. Née le 18 mars 1634, Madame de La Fayette est une femme de lettres française et une écrivaine du classicisme. Elle écrit d'abord une nouvelle historique, La princesse de Montpensier, mais sa gloire est surtout associée au roman La princesse de Clèves. Roman à part entière de la littérature classique, cette dernière manifeste une certaine volonté de mettre en valeur un personnage idéalisé, confronté à un avenir incertain. Cette fatalité est introduite pour la première fois durant la scène du bal, extrait dans laquelle elle est invitée à rencontrer pour la première fois celui dont l'amour ne pouvait être évité, le duc de Nemours. Nous pouvons donc se demander en quoi cette rencontre semble-t-elle guidée par le destin. On peut ainsi répartir ce texte en 4 parties différentes. De la ligne 1 à la ligne 6, les circonstances du bal. De la ligne 6 à 13, le coup de foudre. La ligne 13 à la ligne 17, les réactions de la cour. Et finalement, de la ligne 13 à la fin, le début du destin tragique. Au début de l'extrait, Madame de La Fayette a introduit un bal qui s'annonce comme étant un événement d'une grande importance. Nous pouvons expliquer ce fait à travers divers procédés. Le champ lexical de la festivité du lieu, festin royal, Louvre, au bal, qui met en valeur un bal qui s'annonce comme étant une festivité royale, un complément circonstanciel de temps tout le jour, qui donne de l'importance à la préparation de Madame de Clèves pour le bal, qui s'annonce comme étant une beauté éblouissante. Un autre complément circonstanciel de temps, lorsqu'elle arriva, insiste aussi sur l'arrivée d'une beauté fatale au bal qui attire de l'attention. Une comparaison comme de quelqu'un qui donne de l'importance à l'arrivée d'un personnage qui s'annonce comme étant une entrée royale. Et une hyperbole, le roi lui cria, qui met en scène un comportement imprévu du roi, aveuglé par l'entrée d'un personnage mystérieux. Cette volonté de mettre en valeur ce bal introduit indirectement 2 personnages majeurs
qui vont connaître directement un coup de foudre. En effet, cela peut s'expliquer à travers la forme négative de pouvoir être que M. de Nemours, qui s'oppose à l'idée de ne pas reconnaître le duc de Nemours vis-à-vis de Clèves. Une proposition subordonnée relative et une hyperbole qui passait par-dessus quelques sièges. L'auteur nous illustre la vision de Clèves, ébloui par la présence du duc de Nemours qui le regarde traverser des obstacles représentés par des sièges pour venir à elle. Une double négation, n'être pas surpris, ne l'avait jamais, qui met en relief la beauté unique du duc de Nemours, adjectif mélioratif, l'air brillant, donne du charme à l'allure grandiose du duc de Nemours, une conjonction de coordination à une négation, mais sans, qui met en valeur l'attirance visuelle que aimait Madame de Clèves, notamment pour le duc de Nemours. Un adverbe modélisateur de sentiments, tellement surpris, l'auteur insiste sur la beauté aveuglante de Clèves sur le duc de Nemours. Et une négation, il ne peut, qui marque l'incapacité de M. de Nemours de cacher son admiration pour la beauté de Madame de Clèves. Ce coup de foudre instantané des deux personnages devient le sujet d'une grande curiosité et de nombreux chuchotements vis-à-vis de la cour, trouvant leur relation suspecte. Cela peut s'expliquer par la présence du métaphore, un murmure de louange qui illustre les murmures et les regards cachés de la cour sur la rencontre de ces deux personnages, et aussi la présence d'une multitude de négations, telles que jamais vues et sans se connaître, qui marque un étonnement radical de la cour vis-à-vis de cette rencontre instantanée de ces deux personnages, mais aussi une négation sans leur donner le loisir de ne parler à personne, dans laquelle nous pouvons remarquer une surveillance continue de la cour sur Clèves et le duc de Nemours. Et finalement une autre négation, s'il n'avait pas une curiosité intime de la cour sur ces deux personnages. Cette réaction de la cour peut ainsi marquer le début définitif du destin tragique de la princesse de Clèves, qui commence petit à petit à subir les conséquences de ce coup de foudre. Nous pouvons l'expliquer à travers la présence d'une double négation, j'ai pas et n'a pas, qui accompagne l'envie du duc de Nemours de connaître l'identité de la princesse de Clèves, qui est cependant contredit à travers la proposition subordonnée complétive qu'elle le sait par Madame de la Dauphine, qui contredit les propos du duc de Nemours en posant un malaise entre ces deux personnages qui en réalité se connaissent. Nous pouvons aussi remarquer la présence d'un verbe modélisateur d'état un peu embarrassé, dans lequel l'auteur insiste sur le malaise ressenti par la princesse de Clèves. Et finalement, la présence d'une négation à ne pas vouloir, sans l'avoir jamais vue, dans laquelle Dauphine propose indirectement au lecteur un mystère qui relie les deux personnages, pouvant ainsi référencer le destin de se rencontrer cette nuit-là. Pour conclure, cette rencontre des deux personnages marqua une tournure importante au sein du roman, étant à la fois l'élément qui donne une impulsion à l'intrigue, mais aussi l'élément perturbateur. Car à partir de ce moment-là, la princesse de Clèves se livre à un dilemme continu entre le choix de céder à ses sentiments pour le duc de Nemours ou à demeurer vertueuse. Nous pouvons ainsi nous demander si la suite du roman nous révélera si la princesse de Clèves aura-t-elle eu raison de son destin.